vous avez 11 ans. C'est le matin. Il fait froid. Vous attendez le bus pour aller à l'école. Vos mains sont dans vos poches. Vous regardez au bout de la rue. Et vous l'entendez avant de le voir. Ce bruit. Ce grondement sourd, grave, mécanique, qui monte depuis le bas de la rue et qui annonce son arrivée avant qu'il ne soit visible. Un bruit d'une présence absolue. Un bruit qui fait partie du matin comme le café de vos parents ou le bruit de la radio dans la cuisine. Puis il apparaît au coin de la rue. Énorme. Vert, orange, rouge ou bleu selon la ville. Cette grande façade plate, ces larges baies vitrées, ce nez carré et massif qui avance vers vous avec la certitude tranquille d'une chose qui sait exactement ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Les portes s'ouvrent avec leur souffle pneumatique caractéristique, vous montez et pendant les 20 minutes qui suivent, ce bus devient votre monde. L'odeur de diesel chaud et de métal tiède. La vibration légère dans le plancher. Le son du moteur qui change de tonalité à chaque accélération, à chaque frein, à chaque virage. Ce bus s'appelle le Saviem SC10. Et si vous avez grandi dans une ville française entre 1965 et les années 90, il a fait partie de votre vie avec une évidence si totale que vous ne l'avez être jamais vraiment remarqué, jusqu'à aujourd'hui. Avant de raconter l'histoire du SC10, il faut raconter l'histoire du nom qui est sur sa carrosserie, Saviem. Ce nom ne dit plus grand-chose aujourd'hui. Il a disparu depuis 1980. Mais dans les années 60 et 70, ce nom était partout dans les rues françaises. Sur les bus, sur les camions, sur les véhicules utilitaires. Une présence quotidienne, massive, industrielle. Saviem est un acronyme. Société anonyme de véhicules industriels et d'équipements mécaniques. Un nom de bureaucratie industrielle française qui cache une histoire plus complexe et plus intéressante qu'il n'y paraît. En 1955, l'industrie française des véhicules industriels est fragmentée. Trop d'acteurs, trop de modèles différents, trop de coûts de développement répartis sur des volumes insuffisants. L'État, qui intervient activement dans l'économie française de l'après-guerre, pousse à la rationalisation. Il faut créer des champions industriels capables de tenir face à la concurrence internationale qui se réorganisent. Renault, qui fabrique déjà des voitures et des véhicules utilitaires, absorbe progressivement plusieurs fabricants de véhicules industriels. Latil, Somua, Flora, ces noms évoquent des entreprises qui avaient leurs propres histoires, leurs propres traditions, leur propre culture technique. En 1955, tout ça est regroupé sous une seule entité, la Saviem. Une filiale de Renault, autonome dans sa gestion quotidienne, mais liée au groupe pour les finances et la stratégie. Un outil industriel conçu pour produire à grande échelle des véhicules industriels, camions, bus, utilitaires, sous une marque unique et reconnaissable. Cette rationalisation a un coût humain et culturel. Des usines qui ferment, des cultures d'entreprise qui disparaissent, des savoir-faire qui se perdent dans la fusion. C'est le prix habituel de la concentration industrielle. Mais elle a aussi un résultat concret. En regroupant les ressources, en mutualisant les équipes d'ingénieurs et de designers, la Saviem peut se donner les moyens de développer quelque chose d'ambitieux. Un bus entièrement nouveau pour les villes françaises. Nous sommes en 1960. La France est en pleine transformation urbaine. Les villes françaises grandissent à toute vitesse. L'exode rural, qui a débuté après la guerre, s'accélère. Des populations entières quittent les campagnes pour les villes. Les banlieues s'étendent. Les zones industrielles se développent. Des centaines de milliers de personnes ont besoin de se déplacer quotidiennement dans des espaces urbains qui se reconfigurent de mois en mois. Et le parc de bus qui doit assumer ces déplacements est dans un état qui n'est pas à la hauteur. Les bus des villes françaises de 1960 sont des véhicules hétérogènes, vieillissants, souvent hérités de l'avant-guerre ou des premières années de l'après-guerre. Ce sont des machines à capot avant, avec le moteur sous un long nez qui déborde largement devant la cabine du conducteur. Des machines hautes sur roues, avec des planchers qui imposent 2 ou 3 marches à gravir pour monter. Des machines bruyantes, inconfortables, difficiles à manœuvrer dans des rues qui n'avaient pas été conçues pour elles. Ces bus servent. Ils font leur travail, mais ils le font avec une efficacité limitée et un confort minimal qui contribuent à rendre le transport en commun peu attractif pour des Français qui ont de plus en plus accès à l'automobile, le même problème qu'on a évoqué avec le PR100 et les stafettes, la même France de 1960 qui se motorise, qui rêve d'automobile, qui abandonne le bus quand elle le peut. Pour inverser cette tendance, ou du moins pour ne pas l'aggraver, il faut des bus modernes. Des bus qui ne font pas honte au service public. Des bus dans lesquels on monte sans grimper 3 marches,
emportant ses courses, des bus qui ne polluent pas la rue de fumée noire et de bruit excessif, des bus qui donnent envie d'être pris plutôt que subis. La Saviem reçoit la mission de concevoir ce bus. Le projet qui va devenir le SC10 démarre autour de 1960. Les ingénieurs de la Saviem travaillent à Suresnes, dans les locaux du bureau d'études. Ce sont des hommes qui ont passé leur carrière dans les véhicules industriels. Ils pensent en termes de robustesse, de durabilité, de maintenabilité. Ce ne sont pas des designers qui cherchent à créer quelque chose de beau. Ce sont des ingénieurs qui cherchent à créer quelque chose qui marche. Et ce qu'ils créent repose sur une décision technique fondamentale qui va définir toute la génération de bus qui suit. Le moteur est placé à l'arrière. Cette décision semble évidente aujourd'hui. Presque tous les bus urbains modernes ont leur moteur à l'arrière ou sous le plancher. Mais en 1960, elle ne va pas de soi. Les bus à moteur avant sont la norme établie depuis des décennies. Leur mécanique est connue, maîtrisée, entretenue par des générations de mécaniciens. Passer à un moteur arrière implique de repenser entièrement l'architecture du véhicule. La transmission, la direction, l'accès à la mécanique pour la maintenance, l'équilibre du poids, mais les avantages sont considérables. Sans moteur à l'avant, le nez du bus peut être entièrement plat. La cabine du conducteur peut être avancée jusqu'à l'extrémité du véhicule. La porte avant peut être placée immédiatement derrière le pare-choc avant, exactement là où les passagers montent le plus facilement. Le plancher peut être beaucoup plus bas à l'avant. Sans tunnel de transmission courant du moteur avant vers les roues arrière, le plancher de l'allée centrale est plat, continu, sans obstacle. Et le bruit. Le moteur à l'arrière, éloigné des passagers, isolé dans son compartiment arrière, produit un niveau sonore dans l'habitacle bien inférieur à celui d'un moteur avant qui ronronne sous le capot à 2 mètres des premiers passagers. Ce sont ces raisons techniques, fonctionnelles, pragmatiques qui guident la décision. Pas une recherche esthétique, pas une envie de se distinguer. Une logique d'ingénierie appliquée à des besoins réels. Le SC10 sort des études en 1964, les premières livraisons au réseau de transport urbain débutent en 1965 et à Paris, où la RATP est le premier grand client, les premières réactions des conducteurs et des usagers établissent quelque chose d'important. Ce bus est différent. Pas radicalement différent dans son apparence extérieure. Sa silhouette est celle d'un bus long, haut, avec des baies vitrées importantes sur les côtés, mais dans les détails qui comptent pour quelqu'un qui l'utilise quotidiennement, les différences sont immédiatement perceptibles. La montée est plus facile, le plancher avant est plus bas que dans les anciens bus. Pour une personne âgée, pour quelqu'un qui porte des bagages, pour une femme avec un jeune enfant, cette différence de quelques centimètres n'est pas anodine. C'est la différence entre un bus qu'on monte sans y penser et un bus qui demande un effort. L'allée centrale est dégagée. Pas d'obstacles, pas de bosses dans le plancher qui font trébucher quand on se déplace vers le fond, un couloir continu, régulier, sur lequel on circule naturellement. Et le bruit. Les passagers qui prennent le SC10 pour la première fois, après des années de vieux bus à moteur avant, remarquent la différence. L'habitacle est moins bruyant. La conversation est possible sans élever la voix. La radio du conducteur est audible sans être assourdissante. Ce n'est pas le silence. Le SC10 est loin d'être silencieux. Le moteur arrière se fait entendre quand il travaille dur. Les vibrations remontent dans le plancher. Les portes pneumatiques font leur bruit caractéristique, mais c'est un bruit différent. Un bruit moins agressif. Un bruit qui a sa propre signature sonore, particulière au SC10, et qui va devenir pour des millions de Français un son aussi familier que le sifflement du vent ou le chant des oiseaux. Le SC10 se décline dès ses premières années en plusieurs configurations. La version de base est un bus articulé de 11 mètres, capable de transporter une centaine de passagers. C'est la version qui équipe la grande majorité des réseaux urbains français. Rapidement, une version articulée est développée. L'autobus articulé, qu'on appellera plus tard le bandibus ou l'autobus accordéon, est 2 tronçons de SC10 reliés par un soufflet flexible. Il peut transporter 150 passagers ou davantage. Il est conçu pour les lignes à très forte fréquentation, celles qui traversent les centres-villes aux heures de pointe et qui doivent absorber des flux de passagers considérables. La version articulée du SC10 pose des défis techniques spécifiques. Manœuvrer un véhicule articulé de 10 à 8 mètres dans les rues des centres-villes français, souvent tracés au Moyen-Âge ou sous Haussmann, nécessite une direction précise, des rayons de braquage adaptés, une mécanique capable de gérer
les contraintes que l'articulation impose sur les deux tronçons. Les ingénieurs de la Savième résolvent ces problèmes et la version articulée du SC10 va devenir, dans les grandes villes françaises, un spectacle quotidien. Ce long serpent vert ou orange qui négocie les virages serrés avec une aisance surprenante. Ces mouvements du soufflet central qui s'incurvent et se redressent selon la géométrie de la rue. Il faut parler du moteur. Le cœur du SC10 est un moteur diesel, Savième, Panhard, 6 cylindres en ligne. Un moteur conçu spécifiquement pour cet usage des cycles courts d'accélération et de décélération répétés des centaines de fois par jour, des charges variables selon le nombre de passagers, des conditions climatiques extrêmes selon les saisons. Ce moteur n'est pas spectaculaire sur le papier, il développe environ 150 chevaux dans ses versions les plus courantes. C'est pas beaucoup pour un véhicule dont la masse en charge peut dépasser 15 tonnes. Mais ce moteur a une qualité qui va se révéler déterminante sur la durée. Il est robuste. Pas robuste comme les motoristes utilisent ce mot dans leur plaquette commerciale, robuste au sens réel, vérifié, empirique. Des SC10 vont accumuler 1 million de kilomètres sur leur moteur d'origine, pas en conserve, pas en collection, en service actif, quotidien, intensif. 1 million de kilomètres pour un bus de transport en commun, c'est l'équivalent de 25 à 30 ans de service dans des conditions normales. C'est 25 à 30 ans de démarrage à froid le matin, d'accélération répétée, de montée de côte sous charge maximale. La plupart des moteurs ne survivent pas à ça. Le moteur du SC10, lui, tient. Les mécaniciens des dépôts qui ont travaillé sur ces moteurs évoquent une fiabilité qui les surprend encore aujourd'hui. Un moteur qu'on pouvait démonter entièrement pour une revision complète et remonter sans trouver de défaillance structurelle majeure, même à plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Cette robustesse mécanique est l'une des raisons pour lesquelles le SC10 va rester en service aussi longtemps. On ne remplace pas quelque chose qui fonctionne encore parfaitement. En 1966, la RATP passe une commande massive. Plusieurs centaines de SC10 d'un coup. Une commande qui représente à l'époque l'un des plus grands marchés de matériel roulant de transport en commun en France. Cette commande a deux effets immédiats. Industriellement, elle permet à la Savième de lancer la production en grande série avec des économies d'échelle significatives. Les coûts unitaires diminuent. La qualité de fabrication se stabilise à mesure que les équipes d'assemblage maîtrisent les gestes et les procédures. Le SC10 devient un produit industriel mature. Culturellement, elle fait de Paris la première grande vitrine du SC10. Des centaines de ces bus orange et vert, les couleurs de la RATP de l'époque, commencent à circuler dans les rues de la capitale. Pour des millions de Parisiens et de touristes, le SC10 devient la définition visuelle de ce qu'est un bus parisien. Cette association entre le SC10 et Paris va durer des décennies. Et elle va contribuer à quelque chose d'important pour la réputation du véhicule. À Paris, tout ce qui circule est regardé, comparé, commenté. La presse nationale couvre les nouveautés des transports parisiens avec une attention que les évolutions des réseaux de province reçoivent rarement. Le SC10 à Paris bénéficie d'une visibilité nationale qui accélère sa diffusion dans toutes les autres villes françaises. Si le SC10 est bon pour Paris, il est bon pour Lyon, pour Marseille, pour Bordeaux, pour toutes les villes qui cherchent à moderniser leur flotte. Les commandes arrivent de toute la France. Si cette histoire d'un bus qui a façonné le quotidien de millions de Français te passionne, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, on raconte ces objets du quotidien qui ont une histoire que personne ne raconte vraiment. Et maintenant, revenons au SC10. Au moment où il commence à construire quelque chose qu'aucun ingénieur n'avait prévu. Une légende. Les légendes ne se construisent pas dans les salons automobiles. Elles se construisent dans la durée, dans la répétition, dans l'accumulation de milliers de petits moments qui, pris séparément, ne signifient rien, mais qui, ensemble, tissent quelque chose d'indélébile dans la mémoire collective. Le SC10 construit sa légende dans les arrêts de bus de toute la France. Il l'a construit dans les yeux des écoliers qui le regardent arriver le matin, dans les mains des personnes âgées qui s'agrippent aux barres de maintien dans les virages, dans les conversations entre voisins qui comparent les horaires et les fréquences, dans les soirées où des adolescents rentrent chez eux dans un SC10 à moitié vide, regardant la ville passer par les grandes vitres en attendant leur arrêt. Ces moments sont ordinaires, ils sont banals. Et c'est précisément pour ça qu'ils s'inscrivent si profondément. Les choses extraordinaires, on s'en souvient parce qu'elles sont extraordinaires. Les choses ordinaires qui se répètent des milliers de fois s'inscrivent dans quelque chose de plus profond. Elles deviennent le tissu de la vie.
le cadre dans lequel se déroule l'existence quotidienne. Et quand ce cadre disparaît, on réalise à quel point on y était attaché sans le savoir. Il y a quelque chose de spécifique au SC10 qui mérite d'être raconté. Son bruit, pas le bruit générique d'un moteur diesel, son bruit à lui, sa signature sonore particulière. Le SC10 produit, quand il démarre et accélère depuis un arrêt, un son qui n'appartient qu'à lui. Un grondement sourd qui monte progressivement, s'enrichit de vibrations harmoniques spécifiques à la configuration de ce moteur dans cet habitacle de ces dimensions. Puis, quand le conducteur lève le pied à l'approche de l'arrêt suivant, ce grondement descend, se transforme en une sorte de soupir mécanique, accompagné du sifflement de l'air comprimé dans les freins. Et puis les portes. Ce schklack pneumatique que tous ceux qui ont pris le SC10 ont dans l'oreille sans même en être conscients. Ces sons ne sont pas de la musique. Ce sont des sons fonctionnels, produits par des mécanismes qui n'ont aucune ambition sonore. Mais l'oreille humaine les enregistre quand même, les associe à des moments, à des saisons, à des états d'esprit, à des périodes de la vie. Des gens qui n'ont pas pris de SC10 depuis 30 ans, qui ont peu, être oubliés jusqu'à son nom, entendent ce son dans une vidéo ou dans un documentaire et ressentent immédiatement quelque chose, une mémoire physique qui remonte. C'est ça, la puissance des objets qui ont traversé des décennies de vie quotidienne. Ils s'inscrivent dans la mémoire sensorielle d'une façon que les objets extraordinaires n'atteignent pas toujours. Le SC10 traverse les années 70 sans vraiment vieillir. C'est une caractéristique remarquable pour un véhicule conçu en 1964. En 10 ans, l'automobile civile a connu des évolutions considérables. Les voitures de 1974 ne ressemblent que de loin aux voitures de 1964. Les moteurs ont évolué, les carrosseries ont changé, les équipements de confort et de sécurité se sont transformés. Le SC10, lui, est en 1974 pratiquement le même véhicule qu'en 1965. Des motorisations légèrement améliorées, quelques détails de carrosserie modifiés à la marge, mais l'architecture fondamentale, la silhouette, l'organisation de l'habitacle, tout ça est identique. Et personne ne s'en plaint vraiment. Parce que le SC10 fait toujours aussi bien son travail. Parce que les réseaux qui en ont des flottes importantes ont optimisé leur maintenance autour de lui. Parce que les mécaniciens le connaissent par cœur. Parce que les conducteurs sont à l'aise avec lui. Dans l'industrie du transport en commun, la stabilité d'un modèle est une vertu. Elle permet l'amortissement des investissements sur de longues durées. Elle simplifie la formation des conducteurs et des techniciens. Elle facilite la gestion des pièces de rechange. Le SC10 est stable. Et cette stabilité est appréciée. Mais dans les années 70, le SC10 vit quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Il devient un acteur social. La France des années 70 est une France de mobilisation, de contestation, de conscience collective. Les événements de mai 68 ont laissé des traces profondes dans les habitudes politiques et sociales. Les syndicats sont puissants, les grèves sont fréquentes, les travailleurs des services publics, qui ont compris leur pouvoir de perturbation, l'utilisent. Et les conducteurs de bus, les conducteurs de SC10, font partie de cette France en mouvement. Les grèves des transports en commun sont des événements réguliers dans les grandes villes françaises des années 70. Des arrêts de travail qui paralysent les réseaux urbains et qui ont un impact immédiat et visible sur la vie des usagers. Le SC10 absent des rues, c'est une ville qui boite. Des milliers de personnes qui cherchent d'autres solutions pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école, pour faire leurs courses. Le SC10 présent, c'est la ville qui respire normalement. Cette visibilité du SC10 dans les conflits sociaux contribue paradoxalement à renforcer son statut dans la conscience collective. On réalise à quel point il est indispensable précisément au moment où il n'est pas là. C'est une leçon sur la valeur de l'ordinaire. Ce qu'on ne remarque pas quand c'est présent devient évident quand ça disparaît. Les années 80 arrivent, et avec elles, les premières questions sérieuses sur l'avenir du SC10. Le contexte a changé. La préoccupation environnementale commence à s'exprimer dans les politiques publiques. Le diesel des années 60 et 70, peu filtré, produit des émissions qui posent des problèmes de santé publique dans les centres-villes. Les vieilles normes d'émissions ne sont plus acceptables. Les nouvelles normes imposent des modifications que les moteurs du SC10, conçus dans une autre époque, ne peuvent pas facilement absorber. La question de l'accessibilité se pose avec une acuité croissante. Le SC10
moins pénible que les vieux bus à capot avant, et néanmoins loin des standards d'accessibilité que des associations de défense des personnes handicapées commencent à exiger. Son plancher, plus bas qu'avant mais encore trop haut, reste un obstacle pour les personnes en fauteuil roulant et pour les parents avec poussette. Et techniquement, le SC dit vieillit. Pas de façon catastrophique, sa mécanique est toujours solide. Mais les technologies de confort et de sécurité ont évolué. Les nouveaux bus proposent des systèmes électroniques de gestion du moteur plus efficaces, des freins améliorés, des suspensions plus sophistiquées. La Saviem, entre-temps, a fusionné avec Berliet en 1978 pour former Renault Véhicules Industriels. En 1980, la marque Saviem disparaît. Les produits continuent sous le nom Renault ou sous de nouveaux noms commerciaux. Mais l'entité qui avait créé le SC10 n'existe plus. Le SC10 devient progressivement un orphelin de marque, un véhicule dont le concepteur a disparu. Le successeur du SC10 arrive en 1987 sous le nom de PR100. Techniquement supérieur au SC10 sur pratiquement tous les critères, moteur plus moderne, meilleure performance énergétique, meilleure accessibilité, meilleur confort, le PR100 dont on a raconté l'histoire dans un épisode précédent commence à remplacer les SC10 dans les dépôts. Le remplacement est progressif. Les réseaux de transport ne changent pas leur flotte en un jour. Les SC10, qui fonctionnent encore bien, continuent de rouler pendant que les nouveaux PR100 prennent les lignes les plus fréquentées. Pendant quelques années, dans de nombreuses villes françaises, SC10 et PR100 circulent côte à côte. Deux générations de bus, deux époques. Les usagers habitués au SC10 remarquent la différence. Le PR100 est plus silencieux, plus confortable, les portes sont différentes, la cabine du conducteur est organisée autrement, le plancher est différemment incliné. C'est pas pire, c'est différent. Et le différent, quand on a ses habitudes, est toujours un peu déstabilisant au premier abord. La fin du SC10 se produit en ordre dispersé, ville par ville, réseau par réseau, à mesure que les véhicules atteignent la limite de leur vie économique ou technique. À Paris, la RATP retire ses derniers SC10 du service actif dans le courant des années 80. Les grandes villes suivent progressivement. Dans les villes de taille moyenne, où les budgets de renouvellement de flotte sont plus contraints, des SC10 roulent encore jusqu'au début des années 90 dans certains cas. Le dernier SC10 à avoir circulé en service commercial régulier en France, la réponse exacte est difficile à établir. Ces retraits se font discrètement, sans annonce officielle, sans date mémorable. Un bus est garé pour la dernière fois, les portes restent fermées, et la ligne est reprise le lendemain par un véhicule plus récent. C'est comme ça que finissent les outils ordinaires, sans cérémonie, sans discours, dans la discrétion de ce qui a tellement bien servi qu'on ne pense pas à le saluer quand il s'en va. Mais le SC10 ne disparaît pas vraiment. Des exemplaires sont préservés. Par les musées des transports, il en existe plusieurs, en France, à Paris, à Lyon, ailleurs, qui conservent des véhicules représentatifs de l'histoire des transports en commun. Par des associations de passionnés, qui achètent des SC10 de réforme au réseau, et les restaurent avec une minutie que ces vieux bus n'avaient peu, être jamais connus de leur vie active. Ces SC10 préservés ressortent pour des occasions particulières. Les journées du patrimoine, en septembre, où les musées et associations proposent des tours en véhicules anciens, des événements spéciaux, des commémorations, et à chaque fois que l'un de ces SC10 préservés apparaît dans les rues d'une ville française, quelque chose se produit. Les gens s'arrêtent, pas les jeunes, qui ne le connaissent pas et qui voient juste un vieux bus. Mais ceux qui ont un certain âge, qui ont grandi avec lui, qui l'ont pris des milliers de fois sans vraiment le regarder, eux s'arrêtent, ils regardent, ils sourient parfois, ils disent quelque chose à la personne à côté d'eux. Ils sortent leur téléphone pour prendre une photo. C'est pas de la nostalgie pour un objet beau ou rare. C'est la reconnaissance d'un compagnon de route. Quelque chose qui était là pendant des années importantes de leur vie, qui n'ont pas vraiment pris le temps d'apprécier parce qu'il était trop présent pour qu'on y prête attention, et qui réapparaît aujourd'hui en portant avec lui le poids de tout ce qu'il a traversé avec eux sans qu'ils le sachent. Que faut-il retenir de l'histoire du SC10 ? Une première leçon. Les objets qui marquent une génération ne sont pas toujours les objets extraordinaires. Le SC10 n'était pas extraordinaire. Il n'avait pas les lignes d'une DS ou la personnalité d'une Twingo. Il n'avait pas les performances d'une voiture de sport, ni la robustesse mythique d'un Land Rover. Il était un bus, un grand véhicule fonctionnel conçu pour transporter des gens d'un arrêt à l'autre. Et pourtant, il a marqué une génération, plusieurs générations. Il a laissé dans la mémoire collective une empreinte
que des objets bien plus spectaculaires n'ont pas toujours réussi à laisser. Parce qu'il était là, quotidiennement, pendant des décennies, faisant son travail avec une régularité et une fiabilité qui finissent par ressembler à de la loyauté. Les objets loyaux marquent plus durablement que les objets brillants. Une deuxième leçon, la qualité de service et la qualité technique sont deux choses différentes, mais elles se rejoignent dans la durée. Le SC10 a été choisi, commandé, déployé à grande échelle parce qu'il était techniquement supérieur aux alternatives disponibles en 1965. Sa conception à moteur arrière, son plancher plus bas, son meilleur confort acoustique, ce sont des avantages techniques réels qui ont guidé les décisions d'achat des réseaux de transport. Mais il a marqué les générations pour d'autres raisons. Pour la régularité de son service, pour la fiabilité de son moteur, pour la façon dont il était là chaque matin, à l'heure. Quand des milliers de personnes en avaient besoin pour aller au travail ou à l'école, la technique crée le produit. Le service crée la relation. Et c'est la relation, pas le produit, qui crée la mémoire. Une troisième leçon peut être la plus importante. Le transport en commun n'est pas un service anodin. Ce n'est pas une infrastructure comme les canalisations d'eau ou les câbles électriques indispensables mais invisibles, remarquée seulement quand elle fait défaut. Le transport en commun est un espace de vie collective, un endroit où des gens très différents se retrouvent, côte à côte, partageant temporairement le même espace, se déplaçant vers des destinations différentes mais voyageant ensemble. Le SC10 était cet espace pendant 30 ans, dans des centaines de villes françaises, pour des dizaines de millions de personnes. Il n'a pas changé le monde, il n'a pas inventé une technologie révolutionnaire, il n'a pas fait la une des journaux, il a simplement permis à des millions de Français de vivre leur vie quotidienne, d'aller à l'école, d'aller au travail, de rentrer chez eux, et parfois être là pour ça, simplement être là pour ça, pendant 30 ans, sans jamais faire défaut, c'est suffisant pour marquer une génération. Plus que suffisant. La prochaine fois que vous voyez un vieux SC10 dans un rassemblement, dans un musée, dans une vidéo sur Internet, regardez-le vraiment, regardez cette façade plate et massive, ces grandes baies vitrées, ce nez carré qui avance vers vous sans vergogne. Et écoutez, si vous avez de la chance, vous entendrez ce grondement sourd qui monte quand le moteur s'emballe, ce soupir mécanique quand il s'approche d'un arrêt, ce clac des portes pneumatiques qui s'ouvrent. Et quelque chose dans ces sons vous dira exactement pourquoi ce bus a marqué toute une génération. Pas parce qu'il était extraordinaire, parce qu'il était là. Si ce voyage dans la mémoire collective vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, on raconte les objets ordinaires qui ont eu une vie extraordinaire. Et si vous avez un souvenir précis dans un SC10, une anecdote, une image, un trajet qui vous a marqué, racontez-le en commentaire. Ces mémoires-là méritent d'être partagées.